Bonjour. Jean-Luc Rébou, société Candy Voice. Nous sommes des spécialistes en traitement numérique de la voix. Et puisqu'on a une technologie qui est très parlante, je vais commencer par vous faire de l'imitation vocale. Vous allez entendre successivement Ségolène Royal, mon porte-voix, parce que ça fait des années que je l'imite, Manuel Valls et 2 enfants. Alors, merci d'être venus si nombreux pour nous écouter. Donc, comme vous voyez, je parle normalement et Ségolène Royal est enfin présente. Mais on ne rit pas, s'il vous plaît, Ségolène Royal, quand même. Manuel Valls, donc, vous voyez, donc, instantanément, je peux changer de voix. La voix d'un petit garçon de 9 ans qui s'est prêté au jeu de lire 200 phrases afin de pouvoir être imité. Ou la voix d'une petite fille. Donc c'est de l'imitation vocale, ce n'est pas de la transformation. On imite vraiment une voix, tout comme la voix de Ségolène Royal. En tant qu'expert de la voix, à l'origine de Candy Voice et à l'origine des recherches que j'ai pu effectuer, j'ai eu la chance, ou la malchance, je dirais plutôt la malchance d'avoir la langue coupée à 4 ans. Suite à un accident, je me suis pris pour un super-héros qui allait être capable d'arrêter une voiture en pleine course. J'ai réussi à l'arrêter, j'étais vraiment un héros. J'ai même volé après, sauf que j'ai eu la langue coupée en 2. Il m'a fallu quelques mois pour pouvoir me rétablir. J'ai dû réapprendre à parler, à comprendre comment marche la voix, parce qu'à ce moment-là, c'était plus instantané, c'était plus inné. Et plus tard, je me suis mis à étudier la voix et me dire, mais comment ça marche? Comment ça marche à tel point qu'on a pu donc développer ces logiciels. Et nous sommes donc une équipe de 4 personnes. Donc ici, Magosha Ivanov, qui s'occupe de la partie communication. Moi, je suis donc celui qui a le fondateur et créateur de ces logiciels. Enfin, on a donc Valentin Lebescon qui, lui, s'occupe du réseau. Oui, je sais, mais comment on fait? Escape. Voilà. Nous avons été primés en 2005 pour primé au Salon international de Genève. On a obtenu la médaille d'or et le trophée pour le meilleur logiciel. On a gagné aussi tremplin entreprise pour le filtre de bruit, le vocodeur et la transformation de la voix. À la suite de quoi, on a développé d'autres logiciels, dont celui que vous venez d'entendre, l'imitation vocale. Imitation vocale qui peut être utilisée, soit comme je viens de vous le montrer ici, mais il n'y a pas une très grande utilité d'imiter une autre personne, encore moins Ségolène. C'est plus pour imiter, pour être imité soi-même à partir d'un texte to speech. J'écris un texte et je reproduis ma voix. Nous avons donc d'autres technologies dont on voit ici sur l'écran, reconnaissance du locuteur, reconnaissance de commandes, de visème, position de la bouche. Donc nous avons bénéficié dans le passé de 2 millions d'euros de subventions qui nous ont permis notamment de développer l'imitation vocale. Notre business model est en 2 parties, B2B, B2C. B2B, car nous allons fournir aux partenaires notre SDK, nos SDK, qui leur permettront de créer des objets communicants, tels que des robots, par exemple. Et nous leur fournirons aussi les voix que nous allons travailler pour eux. Et enfin B2C, pour que les utilisateurs puissent bénéficier de leur modèle vocal qui vont être créés automatiquement sur nos serveurs afin d'être imités, d'imiter
ou d'être reconnus avec leur voix. Les marchés sont très larges, en fait, partout où on peut trouver la voix, notre technologie peut être intégrée, notamment la santé. En France, 16 000 personnes par an perdent leur voix suite à une opération des voies aérodigestives supérieures. Ces personnes, on leur propose du text-to-speech pour pouvoir s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer avec leur voix s'ils le désirent, mais c'est 1500 phrases ou 10 000 phrases enregistrées, ce qui est impossible pour ces personnes. Avec notre technologie, seulement pour ces personnes, on demande d'enregistrer 260 phrases et ensuite on a leur voix pour le restant de leur vie. Les robots, je viens d'en parler, robots humanoïdes, pour les faire parler, pour leur faire une voix. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, si vous allez voir les spécialistes du text-to-speech et que vous voulez avoir un robot qui a une voix particulière, vous allez devoir enregistrer des dizaines de milliers de phrases et payer à peu près 100 000 euros. Avec notre technologie, 260 phrases, vous voyez le gap au niveau prix, au niveau facilité. Tout objet communicant pourra avoir une voix personnalisée. Les jeux vidéo, on peut facilement imaginer avec la démonstration que je viens de faire, je parle dans un micro, je joue en réseau et j'anime un personnage, entre autres par la voix, et de l'autre côté, on voit mon personnage bouger, et quand je parle, on entend mon personnage parler et pas moi. Donc j'anime vraiment le personnage. On peut imaginer d'ailleurs pour un casque de réalité virtuelle, je joue avec quelqu'un, je vois cette personne, plutôt ce personnage, et j'entends ce personnage me parler, et pas cette personne. Donc un enfant, il pourrait avoir la voix de Stallone, par exemple. Les réseaux sociaux et télécoms, mon rêve, c'est d'animer la page de Facebook où chaque ami a accepté de nous prêter sa voix pour être entendu. Au lieu de lire la page, je l'écoute. Je peux être en train de faire du sport, en train de cuisiner, en train de travailler, en train de conduire, et à ce moment-là, je sais qui me parle. Et peut-être plus tard le plus gros morceau, le karaoké, où là on pourra proposer les voix des chanteurs et chanter en temps réel, comme je l'ai fait ici, avec la voix du chanteur tout simplement. Nous sommes donc actuellement incubés à ParisTech, encore pour 2 mois. Et nous avons lancé une application en bêta-test pour l'instant sur Android et iOS, l'application Candy Voice Recorder, qui vous permet, avec 160 phrases, d'enregistrer votre voix. Et 30 secondes après, votre modèle est prêt sur le site de Candy Voice. On vous le propose à la fin. Vous pourrez à ce moment-là vous entendre parler. Si vous avez fait attention à bien articuler, si vous avez fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bruit, parce qu'on se rend compte que tout et n'importe quoi est fait, c'est pas facile. Enfin, nous sommes partenaires de Microsoft et nous bénéficions de 120 000 $ de crédit de cloud dans BizSpark Plus. On en vient d'ailleurs, ce matin on y était, et nous avons un parrain qui nous aide à faire du business avec Microsoft et avec les clients de Microsoft. Nous avons déjà beaucoup de prospects, bientôt des signatures, entre autres dans le divertissement, émissions TV, pour faire, entre autres, donner une voix aux spectateurs. Dans la robotique, nous avons un sérieux prospect qui attend de pied ferme la sortie de notre SDK. Dans les jeux vidéo, pour donner les voix d'une série télé qui va passer en jeu vidéo, nous allons reproduire la voix des acteurs, voix qui pourra être aussi reproduite par les joueurs. Enfin, le doublage, on s'est rendu compte que je ne sais pas si vous avez vu un peu les dessins animés d'enfants, il y a encore 4-5 ans, on entendait surtout les voix d'enfants c'était la femme qui faisait les voix d'enfants, elle forçait leur voix pour faire une voix d'enfant. Depuis 4-5 ans, ils ont arrêté, ils sont passés à de vraies voix d'enfants. Le problème, c'est que les voix d'enfants, ils perdent leur voix. Donc, maintenant, on nous demande de
de sauvegarder leur voix. Ils peuvent continuer à grandir, ils peuvent continuer à grandir et à vieillir. Ils ont toujours leur voix d'enfant. Et donc, nous sommes dans un processus de levée de fonds pour enfin exploiter au maximum notre technologie. Je me trompe. Donc, on recherche 750 000 € pour pouvoir, surtout le côté commercial, ce côté marketing, nous faire connaître. On a eu pas mal d'articles qui ont parlé de nous et depuis, on est un petit peu débordé par le nombre de personnes qui veulent travailler avec nous. Donc ça, je viens de le dire, c'est essentiellement pour développer les SDK pour chaque plateforme, pour faire la partie marketing, mais aussi proposer en démonstration des voix. Sur notre site actuellement, on propose 8 voix, entre autres la voix de Ségolène. Et donc il faudrait changer. Il faudrait changer. Et c'est un travail de pouvoir prendre la voix d'une personne qui l'a pas donnée volontairement. Oui, elle l'a pas donnée volontairement. On a pris sa déclaration 2012 pour les présidentielles pour pouvoir la faire parler. Ah ben, dites-vous bien que si votre voix est sur Internet, on peut la prendre. C'est pas notre ambition. Notre ambition n'est pas de faire en sorte qu'une personne puisse imiter une autre personne, sauf dans le chant. Et là, ça n'a rien à voir. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez maîtriser votre voix, la prêter à qui vous voulez, et pour qu'il puisse vous entendre. Voilà. Là, je pense que j'ai été assez clair. Donc, le marché américain et européen, c'est le premier marché auquel on pense. Je pense que quand on atteindra le karaoké, on attaquera le Japon. On a déjà des prospects au Japon dans le domaine de la santé qui sont de l'assurance, pardon, qui sont intéressés. Suite à ces articles, ils nous ont dit, écoutez, avec l'assurance, on pense pour une personne qui va se casser un bras ou qui va perdre un bras, une jambe, mais on n'a pas pensé qu'il pouvait perdre la voix et qu'on pourrait aussi assurer la personne pour sa voix. Voilà, merci. Pas du tout. Alors, notre technologie dépend de la langue uniquement pour la création du modèle. Une fois créée, Ségolène, je peux la faire parler en anglais. J'ai la voix de mes parents qui est ici, qui ne savent parler que le français, même presque le patois. Je peux les faire parler en anglais, dans d'autres langues, si je savais le faire. Donc il n'y a pas d'adaptation pour aller proposer des langues étrangères en français? Non, d'ailleurs, au niveau du doublage, ils sont intéressés de faire parler les voix originaux dans une autre langue. J'ai vu qu'il y a une partie imitation, donc là c'est on garde le pitch, on modifie on change le pitch, on change les formats, mais pas la prosodie. Alors la prosodie, en temps réel, c'est impossible de la reproduire, c'est l'acteur qui doit le faire, l'interprète. Mais avec du text-to-speech, derrière du text-to-speech, on rajoute, je vais dire 50% de la prosodie pour l'instant. Voilà, c'était ça ma question. Vous dépendez d'une technologie de text-to-speech sous-jacente ou vous avez développé votre propre text-to-speech? Non, on a un text-to-speech, mais notre vœu n'est pas de prendre de front les spécialistes du text-to-speech. Nous, ce qu'on veut, c'est personnaliser leur text-to-speech. Alors, ils n'aiment pas du tout ça. Parce que le jour où on a sorti dans l'article du Monde ce qu'on allait faire, alors qu'avant on pouvait très facilement écrire une phrase et écouter le text-to-speech, maintenant il faut passer 2 minutes à répondre à un captcha, je ne suis pas un robot, etc. Visiblement, on fait peur. Ils ont peur qu'on leur vole leur voix. C'est mon interprétation, hein, mais avant c'était très facile d'imiter, de pouvoir synthétiser des phrases autant qu'on voulait, alors que maintenant c'est plus possible, sauf sur notre site. Oui, parce que ça démonétise un peu la base de données en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, à Capella, ils font certainement leur chiffre d'affaires avec l'enregistrement des 1500 phrases, alors que nous, c'est tellement facile que forcément, ça va leur faire du mal, c'est sûr. Maintenant, on peut être partenaire, tout est possible.
Alors, j'ai tellement de questions, il va falloir faire une priorité là. Première bête et méchante, le modèle de la voix, c'est un format standard ou c'est un format à vous? C'est un format à nous. D'accord. Vous pensez le standardiser à un moment donné en disant hey, voilà ce que c'est qu'un J'aimerais modèle bien, de voix. oui, bien sûr. J'aimerais bien. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire ou? Pardon? Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire en disant hey, je soumets ça en disant. Ben, pour le standardiser, il faudrait qu'on livre standardiser. C'est-à-dire qu'il faut notre algo, quoi. Hein. Pas forcément pour l'imitation, c'est vraiment du début à la fin, c'est notre technologie à nous. On dépend d'aucune autre technologie. Oui, non, je comprends bien. Je pense que ce serait quand même une bonne idée si vous trouvez le moyen de standardiser les paramètres qui vous servent pour capturer une voix et de donner ça en disant bah, ça c'est ouvert. Votre code et l'algorithme pour le créer et pour le traiter après reste à vous. Mais j'aurais tendance à pousser ça de façon à éviter le côté c'est juste une petite compagnie qui gère toute la bah pour capturer la voix, c'est simple, il suffit d'avoir les phonèmes qui aillent bien avec la voix. Après, c'est notre algo qui va calculer tous les paramètres pour pouvoir en extraire le modèle vocal. D'accord. Pour augmenter la qualité, c'est quoi qui vraiment donne la qualité de l'imitation? Alors la qualité d'imitation... C'est la capture, c'est le traitement, le nombre de CPU que vous avez à votre disposition? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les imitations qu'on a faites, par exemple Ségolène Royal, c'est pas l'idéal parce que c'était une annonce dans le Marais Poitevin en pleine nature, avec plein de bruit autour. Ça marche quand même. Les voix d'enfants, c'était déjà un peu mieux. Je vous ai pas fait la voix d'une personne qui a été enregistrée en studio. Là, on a une qualité vraiment qui est optimale. Dernièrement, on a vu je peux le dire, les producteurs de The Voice. Ils aimeraient faire une émission basée sur l'imitation. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est quand même de la qualité. Je change de sujet. D'un point de vue juridique, quand vous dites on va prendre la voix de quelqu'un. Alors, vous avez une idée alors je veux dire qu'il y a deux points. Il y a deux choses importantes. C'est que, d'abord, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas donner la possibilité, par exemple, à vous d'imiter, par exemple, Pascal Massot. Ça, sauf si vous êtes d'accord tous les deux que ça se passe comme ça. Mais ça, je ne donnerai pas. Je le donnerai que pour le chant. Vous donnez un SDK. Pardon? Quand vous dites vous n'allez pas, c'est pas votre but, mais vous allez offrir un SDK. Ben, je vais... Ah ben si je donne un SDK, le SDK, je donnerai les modèles. Je vais pas donner la possibilité à un partenaire de créer lui-même les modèles. Les modèles seront toujours créés chez nous sur nos serveurs. Ce qui sera dans le SDK, c'est juste la reproduction de la voix à partir du modèle qu'on aura créé chez nous. Donc ils ne pourront pas facilement, ils ne pourront pas faire en sorte d'imiter une autre personne qui n'aura pas été autorisée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau de la technologie, c'est de la synthèse vocale. Vous pensez bien qu'on ne peut pas utiliser de vrais échantillons pour reproduire la voix avec si peu de phrases. Donc, comme c'est de la synthèse vocale, c'est de la propriété intellectuelle. On fait en fait comme un imitateur. Laurent Gérard, il n'a jamais donné un seul euro à Johnny Hallyday, et Johnny Hallyday ne l'a jamais attaqué parce que tout le monde sait que c'est de l'imitation. C'est-à-dire que nous, on se place vraiment dans le cadre, c'est de l'imitation vocale. D'accord? Et comme ce ne sont pas des échantillons, ce qui en sort nous appartient. Et admettons pour une seconde, vous fassiez un travail fabuleux, qu'il n'y a aucun moyen de faire la distinction entre la personne d'origine et l'imitation. Effectivement, ça a été testé. Ça a été testé où j'avais donné la voix. Au point qu'une reconnaissance vocale ne soit pas capable de faire la différence. Comment vous allez gérer ça? Alors, on a donné à des spécialistes de la reconnaissance vocale la voix d'Ariel Dombal. À partir de ma voix, ils ont reconnu que c'était Ariel Dombal qui parlait. C'est la police technique et scientifique. D'accord? C'est ceux qui ont permis de mettre la main sur Cahuzac en disant c'était bien vous qui étiez au téléphone. Leur logiciel permet de dire c'est l'original ou c'est une imitation. D'accord? Et là, ils ont dit c'est l'original. Alors, maintenant, connaissant parfaitement l'algo pour l'avoir développé, on va sortir un logiciel qui permettra de détecter que c'est une imitation vocale qui passe par notre algorithme. Voilà,
C'est ce que nous a dit Ouverture. Vous allez être riche non pas avec l'imitation, mais avec ce qu'ils appellent eux l'antivirus. Vous avez quelqu'un d'autre qui a ce genre de technologie dans les baskets Alors, les technologies concurrentes sont actuellement, c'est les réseaux de neurones. On parle beaucoup des réseaux de neurones, très efficaces, mais il faut des heures et des heures d'enregistrement. Il faut des heures de calcul. J'ai déjà vu le plus court que j'ai vu, c'est 48 heures de calcul sur une grosse carte graphique, alors que nous, avec un cœur de Xeon, il nous faut que 30 secondes pour faire un modèle. Donc, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a une techno qui, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle est facile à enregistrer, permet d'adresser le marché grand public. Les autres technos ne permettront d'adresser que des professionnels. On va arrêter le jeu de questions-réponses ici. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous aussi. C'est celle-ci. Ouais, éventuellement. Bonjour, je suis Armel Fourreau, fondateur du service de conception et de fabrication électronique ThinkTap, et je vais vous parler d'électronique. Alors, quand on parle d'électronique, on a souvent ce genre d'image en tête. Et puisque c'est la journée d'innovation aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux d'entre vous qui ont eu des idées d'innovation, que ce soit dans les objets connectés, la robotique, les drones ou la voiture intelligente, et qui se disent « je ne vais pas pouvoir faire mon projet parce que je n'y connais rien en électronique, et j'ai certainement pas envie de faire ça ». Et j'aimerais vous dire que ça, c'est fini. Ça, il faut sortir de la tête, l'électronique, c'est plus du tout comme ça. Et pour prendre une analogie, l'électronique, on est un peu là où était le web, le développement web, il y a environ 20 ans. Il y a 20 ans, si vous vouliez avoir un site internet et votre blog et vendre des t-shirts sur votre site, il fallait avoir les serveurs chez toi et quand même être un sacré geek. Et vous regardez maintenant comment ça se passe. Il suffit d'utiliser Amazon Web Services, du Stripe, du WordPress, et vous pouvez donner vie à n'importe quelle idée, la tester, voir si elle marche pas, et ensuite la scaler rapidement. L'électronique, c'est en train de vivre la même révolution, même si tout le monde et tous les gens qui pourraient en avoir l'usage n'en ont pas encore conscience. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont quand même eu l'occasion un petit peu de faire de l'électronique sur le mode maquette. Ce genre de choses. Alors, on ne le voit pas très bien là, mais grosso modo, ça ramène l'électronique à une sorte de jeu de Lego. Vous vous dites, j'ai besoin de communication LoRa, de communication Sigfox, j'ai besoin de faire un capteur, j'ai besoin que ça se branche à mon compteur EDF, que ça se branche à ma voiture. Je vais assembler ces différents kits de développement, qu'on les appelle, et je vais avoir finalement une très bonne maquette, qui est très bien pour voir la faisabilité d'une idée, ou inversement la non-faisabilité, auquel cas on modifie un peu le produit. Vous pouvez penser que ça, c'est un sujet pour les bricoleurs, les amateurs et les chercheurs fous. En fait, non, pas du tout. C'est la nouvelle manière de faire l'électronique. Et en 2026, c'est prévu pour être un marché de 5 milliards de dollars. Donc ça, en fait, c'est vraiment un enjeu majeur pour tous les fabricants de composants, les distributeurs, de dire comment est-ce qu'on peut prendre nos technos et les mettre entre les mains des gens qui ne sont pas experts en électronique. Alors naturellement, la maquette, c'est bien gentil, mais comme vous le voyez, on ne peut pas aller sur le terrain avec, on ne peut certainement pas la montrer à des clients, et en général, avec des investisseurs ou des décideurs, c'est un petit peu délicat. D'où l'utilité du prototype, qui est grosso modo la même chose, mais propre, sur une seule carte électronique. Et à l'heure actuelle, si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire ce saut-là de la maquette au proto, ils se sont aperçus que ça coûtait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc en termes d'argent, on parle facilement de dizaines de milliers d'euros. Et en termes de temps, on parle assez rapidement de mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller voir un bureau d'études qui va faire ça manuellement. Et donc vous imaginez bien que quand on a une idée et qu'à chaque fois il faut ressortir un ticket de 10 000 euros et attendre 3 mois pour tester l'idée, ben ça bride pas mal d'innovation des gens qui ont des bonnes idées, parce qu'en général l'électronique, dans ce genre d'usage, la bonne idée elle n'est pas au niveau de l'électronique est juste un moyen. Et donc brider des bonnes innovations business ou de cas d'usage à cause d'une méconnaissance en électronique,
C'est quand même très dommage. Et c'est pour ça qu'on a créé ThinkType. Alors ThinkType, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un service en ligne de conception et de fabrication. Qu'est-ce que vous faites? Vous spécifiez votre projet. Qu'est-ce que vous avez en sortie? C'est des cartes prêtes à l'usage. Et en fait, l'analogie, c'est un peu comme quand vous allez vous faire un PC chez Dell ou chez Compaq. Vous connaissez rien d'électronique, rien d'électricité, vous n'êtes pas mécanicien, et pourtant vous êtes capable de dire voilà, je veux tel processeur, tant de mémoire, telle carte graphique, et vous l'avez chez vous quelques jours après, et c'est naturel. Nous, on apporte la même simplicité au développement électronique, et en l'occurrence, là, c'était pour un client qui voulait faire un boîtier de suivi de course automobile. Je ne vais pas vous raconter les détails du projet parce que c'est en cours d'exploitation. Mais en gros, il voulait afficher en direct au conducteur des données techniques sur le bus CAN de sa voiture, les remonter via Bluetooth donc au portable du pilote, monter également les informations vers le contrôle de course, suivre la position GPS et suivre aussi l'inclinaison, l'accélération de la voiture pour pouvoir faire ensuite un bon débriefing. Et là, on parle vraiment de suivi de course de rallye. Et donc ça se fait en quelques clics de souris, vous cliquez, vous spécifiez ce dont vous avez besoin, on vous montre instantanément l'aperçu, vous en mettez 5, 10, 1 dans le panier et ça part. Et le secret de ça, en fait, c'est l'automatisation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise toutes les tâches à basse valeur ajoutée qu'aurait à faire un ingénieur électronicien, donc lire des pages de documentation technique pour vérifier que tout l'ensemble peut marcher. Ensuite, placer la position de chacun des petits composants sur une carte, définir le routage, et ensuite s'occuper de la logistique de la fabrication. Nous, on le fait automatiquement, et donc pour vous, c'est complètement plug and play. Vous pouvez voir le résultat ici. On génère aussi le code bas niveau et le boîtier imprimé 3D, parce qu'une carte électronique toute seule, en général, ça sert à rien du tout. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et j'espère vous avoir convaincu que l'électronique, désormais, c'était simple, que c'était accessible, et que la prochaine fois que vous avez une bonne idée qui fait intervenir de près ou de loin de l'électronique, vous ne serez pas bridé et que vous irez sur ThinkType pour prototyper votre projet. À ce propos, juste pour finir, si vous êtes intéressé pour avoir accès à la plateforme, je vous invite à venir me voir à la fin de la présentation. On a actuellement un programme Early Adopters dans lequel on a déjà des équipes de Sigfox, d'Orange, des enseignants-chercheurs de ParisTech et des startups. Et on peut tout à fait vous y donner accès. Merci. Bonjour, j'ai quelques questions. Vous pouvez nous dire où vous en êtes dans l'équipe, où est-ce que vous êtes dans le financement, est-ce que vous êtes déjà, et quel type de développement vous avez dans le futur? Alors en termes d'équipe, on est 3 à l'heure actuelle. Je suis fondateur et on a 2 personnes. En termes de financement, pour l'instant, on est entièrement autofinancé. En termes de développement commercial, on a ouvert donc le programme Early Adopters début mai. Essentiellement à des partenaires prescripteurs, donc des gens qui vont avoir le regard technique, mais aussi la possibilité ensuite d'utiliser cet outil pour faire connaître leur technologie. Enfin, pas tellement les faire connaître, mais les faire utiliser plus simplement, je dirais. Voilà, en termes de développement, nous on se base sur des algorithmes qui sont entièrement internes. Donc en termes de développement, tout est fait in-house. Et c'est d'ailleurs ça la force, c'est d'avoir une API entièrement propriétaire qu'on peut ensuite décliner. Alors pour la version utilisateur que vous voyez ici, qui est un peu la partie immergée de la Gisbert, mais en fait il y a aussi l'usage côté marque blanche pour justement les fabricants de chips, distributeurs de chips, qui veulent faciliter l'utilisation de leur technologie par exactement le genre de maquette qu'on a vu jusqu'à présent. Vous avez déjà des clients? On a des utilisateurs et le client là, il devrait passer la commande aujourd'hui en principe. En marque blanche? Pardon? En marque blanche, le client ou Non, là c'est en utilisateur. Marque blanche, on est en discussion avec des distributeurs et même des opérateurs de télécom d'ailleurs. D'accord. Et vous, donc, vous prenez un fee au-dessus des composants? Alors nous, notre modèle économique, en fait, je vais vous montrer grosso modo la partie formule. Nous, si on se place du côté utilisateur, on a un modèle qui est très clair, c'est la conception, elle est gratuite dans une certaine mesure. Un utilisateur lambda qui n'a pas besoin d'assistance, il vient sur le site, il peut tester déjà son idée, voir si elle sera faisable ou pas. Et dans ce cas-là, il va être facturé ensuite à la fabrication. On va prendre une fee sur la fabrication. Sachant que pour être très clair, nous, on ne fabrique rien nous-mêmes, on envoie tout vers des industriels qui ont vraiment tout l'équipement pour le faire. Donc on est purement, nous, une boîte soft, on a l'API en fait. Ça, c'est la première version. Ensuite, il y a aussi une version pour les experts qui vont avoir besoin d'accélérer leur temps de développement, puisqu'on a aussi eu des demandes de bureaux d'études qui, comme elles passent pas mal de temps à faire des choses très répétitives, peuvent déjà gagner du temps avec notre plateforme
même si ensuite elle n'achète pas. Ça, c'est le modèle utilisateur, le modèle pour les utilisateurs. Et ensuite, du côté marque blanche, là, on est plus sur un modèle de SaaS, donc une plateforme entièrement brandée à la marque du distributeur, typiquement, avec uniquement les composants qu'il veut, parce que nous, ce qu'on a vu, c'est que les distributeurs sont très contents de voir leurs composants dans le catalogue, ils ne sont pas du tout contents de voir qu'il est à côté de celui du concurrent. Donc ils ont vraiment un besoin de customiser la plateforme par rapport à leur offre. Compétiteur direct ou indirect à votre modèle? À l'heure actuelle, il y a une société qui s'appelle Gumstick, qui est en fait un fabricant de modules processeurs, pour le dire simplement, qui a mis en place une plateforme qui est dans la même philosophie, qui est un petit peu différente, un peu plus complexe, mais qui est exactement dans la même philosophie. Et eux, ils s'en servent comme moyen de vendre leur propre module processeur. Donc en gros, c'est un peu c'est leur techno propre, mais qu'ils ne mettent pas en marque blanche à disposition de leurs compétiteurs. Question simple, c'est quoi l'estimation de votre marché au niveau mondial? Alors nous, si on regarde le marché des kits de développement, donc 5 milliards de dollars 2026, nous, pour une sous-partie en fait, vraiment de l'expérimentation, de 5 milliards, c'est on va dire l'Arduino équivalent, enfin le microcontrôleur. Si on regarde plus large, qu'on étend au single board computers, où là on attend directement des dizaines de milliards, nous, notre vision là-dessus, c'est qu'on se base sur la taille des kits de développement, la taille de ce marché-là. On se dit, s'il y a 1 sur 1000 qui vient nous voir et qui fait une commande de 1000 €, voilà, ça nous donne le même marché, pour vous donner la logique. Sachant qu'en général, nous, notre modèle économique, c'est un peu le prototypage comme produit d'appel, pour aller autrement, parce qu'ensuite, sur toute la chaîne de développement d'un produit électronique, vous avez tout un tas de problématiques qui, là, sont plus des histoires de 1000 €, mais sont des histoires de dizaines de milliers d'euros. Donc on a aussi cette possibilité de capter le client au début de son cycle de développement, et ensuite de lui offrir, alors directement ou alors via comme un porteur d'affaires, toute la suite des solutions. Et là, on n'est plus du tout sur le même genre d'ordre de grandeur en termes de facturation. Pourquoi c'est non réplicable demain par quelqu'un? Alors, il y a une raison, il y a des raisons techniques. En fait, ça paraît très simple quand je vous le montre comme ça, mais quand on fait la même présentation devant un parterre d'électroniciens chevronnés, ils pensent que c'est absolument impossible, en fait. Il y a différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, derrière cette question de placement, routage de composants, qui sont des choses vraiment qui peuvent paraître très bêtes, mais qui sont des combinaisons de problèmes NP complets, pour lesquels, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a des solutions suffisamment bonnes au stade du prototypage si on est capable de l'automatiser. Ensuite, il y a aussi toute une problématique d'intégration de la conception et de la fabrication. Parce que vous avez dans tous les process de l'électronique, c'est une chaîne de valeur qui est basée sur des process où, en gros, on a un gros produit, on a un gros budget, et passer 2 jours de temps de cerveau pour que quelqu'un relise une liste de composants et vérifie les références, ça a du sens. Mais simplement, quand on change d'échelle, quand on passe dans le prototypage, on ne peut plus du tout avoir le même genre de process. Donc il y a une automatisation de l'ensemble de la chaîne de valeur qui, en fait, va très au loin de l'algo, mais qui doit être faite de manière cohérente. Un peu technologique, est-ce que vous prenez par exemple en compte les normes de compatibilité électromagnétique? Alors, on ne prend pas en compte la CEM de manière précise. Si vous parlez de la CEM, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre en compte les contraintes imposées par les constructeurs, typiquement en termes de radio, sur l'équipe out zone, si vous voyez de quoi je parle. On n'a pas le droit de mettre le composant à gauche ou à droite. Ça, on le prend en compte. De la même manière qu'on prend en compte toute la compatibilité électrique, logique et même logicielle, pour que la carte qui sort, puisqu'on s'engage à la fabriquer et à ce qu'elle marche, nous, on vérifie tout en amont pour être sûr qu'on n'envoie pas une fausse carte à l'utilisateur. J'ai plus qu'une question. Là, à l'heure actuelle, le catalogue des composants et des modules que vous pouvez mettre sur la carte, c'est limité et vous allez l'enrichir au fur et à mesure ou... Alors oui, tout à fait, c'est une approche par catalogue qu'on enrichit en fonction des besoins des utilisateurs. Donc à l'heure actuelle, on a plus d'une 60aine de fonctions, que ce soit se connecter à une voiture, au buscan de la voiture, du Sigfox, du LoRa, du Bluetooth, plein de capteurs, des interfaces pour les compteurs EDF, compteurs impulsion. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de nos programmes d'early adopters, c'est d'enrichir ce catalogue avec ce que les gens utilisent. Parce que des composants, il en existe des milliards, ouais. Mais on préfère prendre ceux qui ont vraiment un usage pour nos utilisateurs. Et vous êtes capable de gérer le fait qu'éventuellement de le faire plus petit, avec la même version du composant, mais qui est packagé différemment? Alors,
ensuite, pour l'instant, l'algo il est vraiment dédié au prototypage. On rentre par cette niche-là, qui n'est pas une niche d'ailleurs, mais on rentre par cet axe-là. Et ensuite, l'algo, déjà, il peut, en augmentant le temps de calcul, l'algo il tourne en instantané en fait. Donc on a un enjeu de pouvoir montrer à l'utilisateur instantanément un résultat. Ensuite, on peut faire tourner plus longtemps et on aura de meilleures solutions. Et ça, c'est plus dans une étape, je dirais, plus du prototype, mais de la pré-série. Donc nos amis précédents de chez CADKit, s'ils voulaient rentrer la liste de composants et leur dire quelle est la taille minimum que je puisse avoir, vous pourrez leur dire, si vous prenez tel composant, vous allez arriver à 2 cm de moins ou pas encore? Mais exactement, en fait, c'est ce qui avait marqué ici en haut là. Donc là, c'était un petit aperçu 3D de la carte là, qui vaut ce qu'il vaut. Et là, vous avez la surface. Donc instantanément, on est capable de dire à l'utilisateur, la carte elle est comme ça. En l'occurrence, elle est beaucoup plus petite. Donc instantanément, s'ils changent leurs composants, ils pourront voir, en tout cas dans l'univers des solutions de notre algo, qu'ils peuvent réduire la taille. Après, s'ils sont dans une situation où ils veulent faire un iPhone, là, il y a encore besoin du bureau d'études, puisque nous, on est vraiment au niveau du prototypage et pas du produit fini commercialisable. D'accord. Dernière question, pour le marché des bidouilleurs, éventuellement de vendre le logiciel ou de prendre un abonnement, ça peut paraître pas forcément ridicule. Pardon, Pour le marché des bidouilleurs, enfin j'en fais un peu partie. S'il fallait acheter le logiciel à $20 ou payer un an pour utiliser, parce que ça bouffe du CPU, j'imagine chez vous, de faire tous ces calculs avant que j'y appuie sur le bouton. En fait, nous, on est vraiment sur un modèle API. On n'a pas envie de céder la propriété intellectuelle en termes de logiciel. Et on veut vraiment avoir une approche très simple. Donc, ce que je veux te dire, si je passe 2 heures sur votre application à optimiser mes machins et à le faire calculer la simulation et que j'appuie pas sur le bouton acheter, ça vous coûte. Ouais, c'est vrai. Donc, ça nous coûte éventuellement, si vous voulez avoir une version dans laquelle le CPU, c'est moi qui le bouffe sur mon ordinateur, ou de me faire payer pour pouvoir jouer avec l'application. Ouais, en fait, c'est un peu l'idée de la version pro dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on va donner plutôt on va donner immédiatement certains fichiers qui prennent plus de temps à calculer. Et ça, ces fichiers-là, vous y avez accès que si vous êtes inscrit sur le site. Ouais, 390 € par mois, c'est plus cher qu'à mon avis le marché du bidouilleur qui était dans les 5 milliards que vous avez écrit. Ah mais nous, on ne vise pas le marché des bidouilleurs, et le marché de 5 milliards, c'est pas un marché de bidouilleurs, comme vous pouvez l'imaginer. C'est vraiment que les ingénieurs électroniciens, même dans un milieu professionnel, ils utilisent des cartes de développement. Donc c'est pour ça que nous, on est très clair, on ne vise de toute façon pas le particulier. Ok. Oui, ça ressemble aussi à un marché là, mais bon. Ça ressemble à du bricolage, ce que je vous ai montré, mais c'est pas le cas. C'est vraiment la manière dont désormais l'électronique est faite, même par des professionnels. Je suis désolé. Alors une question très rapide avec une réponse rapide de manière à ce qu'on fasse le switch. Pardon ? Alors, on passe par différents fabricants. Là, à l'heure actuelle, pour le fabricant aux États-Unis avec lequel on est interfacé, donc plus ça va vite, plus ça coûte cher, comme vous pouvez l'imaginer. Là, à l'heure actuelle, la carte que vous voyez sur l'écran, c'était 260 € pour une seule pièce. Et le délai, c'était notre délai entre guillemets standard, qui est de 6 semaines. On est en train justement de discuter avec un fabricant en France pour avoir une offre plus rapide, sachant que nous, on est assez agnostique par rapport au fabricant qu'il y a derrière. Et l'algo, il est breveté ? L'algo, il est bien au chaud. Voilà. Il est visible par personne. Il ne tourne certainement pas dans le navigateur Internet. Ok, merci beaucoup Armel. Bonjour à tous, je suis Yann Georget, je suis le cofondateur de BotFuel. Donc BotFuel, c'est un éditeur de logiciels qui développe de la technologie pour faire des chatbots. Alors peut-être tout d'abord en un slide l'historique de BotFuel jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à la fin de l'année. Donc on a débuté le projet au début de l'année 2016. On a commencé à développer notre technologie, donc notre stack technologique de développement de chatbot. On a eu nos premiers clients assez vite. En juin 2016, Blablacar et puis April, un courtier en assurance. On a continué à pas mal travailler. Notre objectif, c'était de lever des fonds assez vite. Donc, ce qu'on a fait avec Seven Shore Partners et Brega Capital. L'idée, c'était de lever assez vite parce qu'on est sur un marché très très compétitif. Donc, il faut grossir vite pour se faire une place sur ce marché-là. On va être au début du mois prochain 12 et on a comme objectif d'être 20 à la fin de l'année.
Alors peut-être avant de passer à la suite, un tout petit mot sur les chatbots. Vous connaissez probablement, vous en avez entendu parler, c'est très à la mode en ce moment. Nous, on pense que c'est une vraie révolution d'Internet. La première révolution, c'est le passage au mobile. On pense que la seconde révolution, c'est le passage au conversationnel. La preuve, c'est que, par exemple, l'audience cumulée des messageries a dépassé celle des réseaux sociaux. Même le plus grand réseau social au monde, Facebook, investit massivement dans Messenger. Et puis on voit par exemple l'exemple de WeChat en Chine, qui est devenu le portail unique d'accès à Internet. Alors quand on est une grande entreprise et qu'on veut développer ou porter un service sous forme conversationnelle, comment est-ce qu'on peut faire? Une première solution en bas à droite, il faut appuyer sur le... Voilà, une première solution, c'est d'embaucher de faire ça en interne, d'avoir une équipe interne de développement de chatbot. Donc c'est long et coûteux. Développer un chatbot, c'est compliqué. Il faut des compétences en machine learning, en traitement du langage. Donc c'est probablement pas la bonne façon pour les entreprises. Il y a une deuxième possibilité, c'est les agences. Il y a de plus en plus d'agences qui se proposent de développer des chatbots pour leurs clients. Là, la problématique qui se pose, c'est la pérennité de la technologie utilisée. Une troisième solution, c'est des entreprises que vous connaissez peut-être, parce que certaines sont un peu célèbres, elles ont été rachetées par Google, Facebook, il y a beaucoup d'acquisitions dans ce domaine-là, par exemple, je pensais à API, WeTAI. Donc c'est des solutions qui visent le mass market et qui tendent qui veulent faciliter la création de chatbots à travers une plateforme dans le cloud et permettre à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas un développeur, de faire un chatbot. Donc c'est une solution qui est séduisante. Nous, on pense que ce type de solution ne correspond pas tout à fait aux besoins des entreprises, qui est le marché qu'on vise. Donc nous, on se place ici et notre approche, c'est de proposer un kit de développement pour développer des chatbots. Et on a vu, on pense que c'est une bonne idée parce que nos prospects et nos clients commencent maintenant à développer des équipes, les plus matures sur le sujet, commencent à créer des équipes en interne de développement de chatbots, mais ils cherchent des solutions technologiques sur lesquelles s'appuyer, parce qu'ils ont compris que c'était pas raisonnable de tout développer from scratch. Donc voilà, on pense que le futur, c'est que les entreprises vont réinternaliser le développement de chatbots en s'appuyant sur des briques technologiques qui leur fournissent le machine learning, le traitement du langage. Alors qu'est-ce que fournit notre plateforme? Elle permet de faire des chatbots qui vont pouvoir avoir des dialogues complexes. On pense que c'est clé. On pense que le futur des chatbots, c'est des chatbots qui ne sont pas enfermés dans des arbres de décision, qui savent converser de manière assez naturelle avec un humain. Et donc, on sait que les humains, quand ils parlent, des fois, quand ils s'expriment, ils font des fautes d'orthographe, ils changent d'avis, ils font des digressions. Il faut que le chatbot soit résistant à ça. On fait aussi des chatbots qui servent à accomplir un but. On ne fait pas des chatbots qui font du small talk. Bon, ils peuvent faire un peu de small talk, mais ils sont là pour implémenter un service, pour répondre à un besoin, que ça soit faire une déclaration de sinistre, ça peut être des chatbots de support client, ça peut être des chatbots qui font du commerce conversationnel, donc qui permettent à l'utilisateur d'acheter un produit. Enfin, troisième point, notre plateforme, elle est vraiment dédiée aux entreprises, c'est-à-dire que elle répond aux contraintes des entreprises en termes de scalabilité, de testabilité, d'internationalisation. On pense que c'est clé pour séduire ces clients-là. Et puis enfin, on a beaucoup travaillé aussi sur la modularité et on essaie de capturer dans notre SDK et dans les modules au-dessus de notre SDK des patterns conversationnels qui sont très récurrents dans les différents cas d'usage, que ce soit de la configuration de produits ou de services, de la recherche à facettes, des FAQ, voilà. Donc on travaille beaucoup sur des aspects conversationnels et modules conversationnels en particulier. Peut-être un petit mot sur les grands cas d'usage qu'on voit sur le marché et sur lesquels on a déjà des références. Il y a le commerce conversationnel, comme j'ai dit, donc je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. On a fait des bots pour Blablacar, la Française des Jeux. Il y a le support automatique qui est un très grand cas d'usage pour les chatbots. Les entreprises dépensent, disons les grandes entreprises dépensent des millions par an en support client à travers des plateformes de téléopérateurs. Pouvoir automatiser une partie des requêtes des clients avec un chatbot, c'est une source d'économie très très grande pour ces entreprises. Il y a aussi un troisième cas d'usage qui est ce qu'on appelle les chatbots d'entreprise. On voit ça comme un remplacement potentiel des intranets. Vous avez sûrement tous utilisé des intranets. Les intranets, c'est souvent assez pénible, c'est difficile de trouver l'information qu'on veut. Pouvoir
exposer l'information sous forme conversationnelle, c'est un grand pas en avant pour les utilisateurs. Et puis enfin, il y a un quatrième cas, peut-être un peu moins important, qui est la communication de marque sur les réseaux sociaux, qui peut être en partie automatisée avec un chatbot. Très rapidement, oui, voilà des exemples de chatbots qu'on a développés, puisqu'on a une petite activité de prestation de service en plus de celle d'éditeur de logiciels. On a fait le chatbot pour Blablacar, donc c'est un chatbot qui permet de réserver ou publier un trajet sur Messenger. On a fait un chatbot pour le courtier April qui permet, sous forme conversationnelle, de trouver le produit d'assurance de voyage qui correspond à vos besoins. On a fait un chatbot pour la Société Générale qui permet aux 20 000 conseillers de clientèle de la Société Générale d'avoir des informations très précises sur des produits d'assurance. Donc ces gens-là en agence ne sont pas du tout spécialistes et là ils peuvent interroger sous forme conversationnelle une base de connaissances. Et puis enfin, il y a quelques jours, on a sorti le chatbot de la Française des Jeux qui permet de faire des paris sportifs sur Facebook Messenger. Donc voilà, j'ai fini ma présentation, je vais vous faire une petite démo. Attends, je viens de tout donner. Voilà, on va remettre au début. On peut enlever le son peut-être, ouais. Non, le son on peut l'enlever. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo du chatbot de la Française des Jeux, qu'a fait la Française des Jeux pour le lancement du bot, qui a été donc le bot a été lancé pour la finale de la Ligue des Champions, donc il y a quelques jours. Et puis voilà, donc c'est une première version qui va intégrer de nouveaux sports, de nouveaux types de paris. Donc voilà, c'est un bot sur Messenger, très simple mais très efficace, donc qui permet en quelques phrases de configurer un pari et d'aller jusqu'à la génération d'un QR code. Donc en fait, il a le même fonctionnement que l'application mobile et il permet donc de parier en point de vente Française des Jeux. Et l'avantage par rapport à une application mobile, c'est que c'est un chatbot, c'est une interface beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus facile de rajouter des features et voilà, il n'y a pas la problématique du téléchargement de l'application. Donc nous, on pense que pour ce type de service, le chatbot, c'est vraiment l'alternative aux applications mobiles. Voilà. Merci beaucoup. Une petite question sur comment ça marche de manière interne. C'est des réseaux de neurones qui font ça ? Alors on utilise des réseaux de neurones, mais pas que. Il y a plein d'autres algorithmes de machine learning. Voilà, les réseaux de neurones, c'est pas la solution à tout. Question un petit peu subsidiaire à ça, c'est est-ce qu'il y a de l'affective computing derrière ou pas ? Il y a de l'affective computing, ça. D'analyse de sentiments ? Ouais. Oui, on fait de l'analyse de sentiments aussi. Notre métier, c'est éditeur de logiciels. On développe donc différents composants logiciels qui servent à faire des chatbots, un SDK de développement de chatbot, des web services de traitement du langage et une plateforme d'analytics pour bots. On est en train d'ouvrir notre plateforme, elle n'est pas complètement ouverte pour l'instant, et donc voilà, on accompagne aussi quelques clients, puisqu'on ne peut pas confier vraiment notre technologie à nos clients, elle n'est pas tout à fait assez mature pour qu'on puisse la confier. On accompagne ces clients-là et on développe quelques chatbots pour eux. On voit ça aussi, et on voit plusieurs effets vertueux à faire ça. On voit ça un peu comme un lab, cette activité qui nous permet de résoudre des cas concrets auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Donc ça nous donne des idées pour faire évoluer notre produit. Et puis c'est aussi la garantie que notre technologie est bien mise en œuvre. Mais c'est vraiment une première étape. On est déjà en train d'établir des partenariats avec des sociétés de conseil et de services qui vont devenir des prescripteurs de notre technologie. Nos clients, c'est des grandes entreprises. Des sociétés de services vont devenir des prescripteurs et parce que ces grandes entreprises qui n'ont pas forcément les équipes de développement font appel à des sociétés de services pour développer différentes choses, en particulier des chatbots. Ça va être dur de poster ça en 30 secondes. J'avoue que je ne suis pas un gros fan des chatbots parce qu'à chaque fois que je les utilise, en gros, il me faut passer 10 minutes à taper un texte avant d'arriver à la question, avant que le robot me laisse finalement taper la question que j'ai envie de taper. Mais c'est plus une qualité de la réalisation que de l'interface, je pense. Mais
est-ce que, enfin, toute la technologie qui est derrière, à quel point elle dépend du fait qu'on tape en mode conversationnel comme ça? Parce que finalement, il y a quand même tout un modèle derrière qui est d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'utilisateur, enfin, son sentiment, etc., etc. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on pourrait réutiliser la techno pour avoir une interface plus riche que simplement une text box, qu'un messaging? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, donc nous, on traite du texte et puis des interactions de l'utilisateur avec l'interface de messagerie. Toutes les interfaces de messagerie n'offrent pas les mêmes artefacts graphiques. Ouais. C'est sûr que si on fait du SMS, on est limité à du texte. Si on est sur Facebook Messenger, il y a des boutons, il y a des carousels, on peut indiquer sa géolocalisation, on peut uploader des images. Donc il y a beaucoup plus, les interactions possibles sont beaucoup plus riches. Nous, on traite tout ça et on génère une réponse. On peut aussi imaginer que en amont du chatbot, il y ait du speech to text. Et donc voilà, si on a du speech to text en amont, bah, on peut imaginer que le chatbot, il vous permet de communiquer avec votre voiture, avec n'importe quoi, avec un objet. D'accord, dans la partie du SDK, vous n'êtes pas totalement verrouillé à un... Non, pas du tout, non. Ouais. SMS. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Alors, le modèle économique, bien sûr, quand on fait un petit peu de prestation de service, on facture cette prestation de service, mais ça, c'est pas notre modèle principal. Notre modèle principal, c'est un modèle de souscription mensuelle basé sur le nombre de messages traités. Puisqu'une partie de notre plateforme est en SaaS, nos web services de traitement du langage, notre plateforme d'analytics. Donc nous, on traite les messages qui sont envoyés au chatbot et on facture chaque message traité. Chaque message. C'est assez standard en fait, c'est le modèle qu'adoptent tous les... Non, oui, bon, ça pourrait être un défaut inhérent à ce mode de facturation, mais non, mais je pense nous, en tout cas, nous, on essaie d'être raisonnable et de pas rendre les chatbots verbeux pour le plaisir de facturer le client. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Louis et je suis l'un des fondateurs de Predictis. Je ne sais pas qui est allé voir un avocat récemment, pour sa boîte ou en perso, mais en général, à un moment de la conversation avec un avocat, il y a une question qu'on pose, c'est « est-ce que je vais gagner ?» Ou alors les variations, hein, « est-ce que je vais perdre ?» ou « combien je vais gagner ?» Combien est-ce que je peux perdre quand on est assigné? Et en fait, là, quand on est avocat, de l'autre côté, on est toujours hyper embêté parce soit on a une expérience incroyable dans le domaine et on a une idée de ce type de dossier. Soit c'est au doigt mouillé. 20%, 30%. Alors, dans des cas similaires, 12 mois de salaire, 12 à 16 mois de salaire. En fait, et cette imprécision, elle était un peu consubstantielle à l'idée même de faire un procès. Et dans un des cabinets où j'ai travaillé, un des associés m'avait demandé de sortir les 300 décisions qui ressemblaient à celles qu'on avait traitées et de faire une moyenne et une médiane. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte avec mes deux associés, un ingénieur et un autre avocat, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour se battre contre cette problématique qu'on a en fait résumée sous le terme d'insécurité juridique. Alors, l'insécurité juridique, elle vient en réalité de plusieurs choses. D'abord de cette impossibilité de calculer l'aléa judiciaire. On ne sait pas combien de chances on a de gagner, on ne sait pas quelles sont les indemnités face auxquelles on va devoir éventuellement faire face, d'où les idées aujourd'hui de barémisation et autres. L'insécurité juridique, elle vient aussi du fait que les députés votent la loi
de manière quasiment quotidienne. Et puis les juges l'interprètent aussi tous les jours. Et donc ça fait un environnement qui est incroyablement évolutif et dans lequel, pour se repérer, il faut passer un temps qui est véritablement phénoménal. Une grande partie du travail d'un avocat ou d'un juriste, c'est tout simplement de se mettre à jour sur les nouveautés, l'interprétation du droit. Et ça dans un contexte où il est très difficile, quand on est un professionnel du droit, de facturer ce temps de recherche. C'est de moins en moins toléré par le client. 4 000 € pour s'être mis à jour sur des décisions de justice, hein, ça passe plus du tout. Donc, face à ça, nous, notre objectif, c'est de faire partie de ce courant de ce qu'on appelle de la legal tech, qui vise à construire une justice, on l'espère, un peu meilleure. D'abord parce qu'elle est basée, et ça c'est vraiment notre credo, sur la prédictibilité. Pour un humain, prendre des décisions, ça nécessite généralement de se projeter. Ne serait-ce que les prochaines vacances, il fera beau, alors du coup, je vais essayer de prendre telle décision. Dans le pilotage d'une entreprise, on fait du pilotage en fonction de la santé financière, du revenu qu'on prévoit. Et il y avait un domaine, jusqu'à aujourd'hui, qui échappait vraiment totalement à cette possibilité de prédiction et d'anticipation, et donc de bonnes décisions, c'était le domaine du droit. À cela s'ajoute le fait que la plupart des plateformes qui étaient sur le marché de recherche de l'information juridique étaient vraiment complètement obsolètes. Et donc ça a entraîné un problème de performance pour les professionnels qu'on a essayé de corriger chemin faisant. Le principe, c'est que si l'ensemble des auxiliaires de justice, des 64 000 avocats, des 100 000 juristes, a des bons outils de performance, c'est le service public de la justice dans son ensemble qui va s'en améliorer. Et enfin, dernier point, la justice, c'est un des piliers de la société, et quand le citoyen doute de la justice, derrière, il y a un vrai problème de démocratie. Et aujourd'hui, un des problèmes du manque de confiance dans la justice, c'est notamment le fait qu'elle soit partiale. Or, la rendre transparente, avec l'open data et l'exploitation des données, c'est engager peut-être l'exercice de critique qu'il faut pour montrer que la justice est bien rendue, et elle l'est. Peut-être juste une petite passe sur la technologie. Ce que vous voyez là, c'est une décision de cour d'appel. Notre algorithme qu'on a développé au cours de ces 17 derniers mois maintenant est capable d'aller rechercher les liens grammaticaux entre les mots et entre les phrases. La vraie particularité, c'est qu'il est adapté au système juridique. Et donc, ce que vous voyez là, par exemple, la compréhension du fait qu'il y a un montant de 40 000 € qui a été versé au titre d'une prestation compensatoire par X qui a été condamné par la Cour, nous, on est capable d'aller le faire sur des phrases très particulières, notamment de magistrats qui font parfois 17, 20, 30 ou 60 lignes, avec des problématiques qu'on connaît bien de double négation et d'homonymie juridique. Donc le gros de notre boulot a été là. On a fait en sorte de construire une machine qui fonctionne d'abord dans toutes les problématiques du droit, mais aussi dans toutes les langues, même idiomatiques. Alors aujourd'hui, où en est-on ? On a une bêta. Alors une bêta, c'est toujours dur parce que ça fait penser à cette phrase de Renan, ça fait un peu penser à la nation. On a fait des choses ensemble, mais il faut surtout vouloir en faire encore, quoi. C'est pas terminé. Donc on est globalement content de ce qu'on a fait, mais il y a, par rapport au projet initial, il y a encore tellement de choses à faire. Alors cette plateforme, on l'a pas conçue tout seul. Le droit, c'est très compliqué, donc on a essayé de bien s'entourer sur les différentes phases du développement. Alors, une des premières structures à nous avoir fait confiance, c'est le cabinet d'avocats Dentons. De par sa taille, c'est le plus gros cabinet d'avocats au monde. C'est une vraie marque de crédibilité et une vraie workforce pour nous, pour aller tester des idées et essayer vraiment de construire la solution qui fonctionne la mieux. On a également été soutenu par la direction juridique d'Orange. Ça nous a appris à gravir une falaise contractuelle pour ensuite aller signer avec d'autres grands groupes. Et ça nous a fait travailler sur un autre aspect de la solution, donc non pas pour des avocats, mais cette fois pour des juristes. On a également eu un prix de l'État, enfin de la chancellerie, et le monde juridique étant bicéphale au sommet, ça nous a permis de quelque chose qui est extrêmement utile, c'est de déployer cette solution pour l'instant dans 2 cours d'appel tests. Donc en France, aujourd'hui, il y a des magistrats qui utilisent Predictis pour avoir une aide, un outil d'optimisation d'aide à la décision. Ce sera cette expérimentation, on l'espère, déployée à plus grande échelle auprès des 8000 magistrats français d'ici peu.
Et enfin, on travaille avec aussi des assureurs de protection juridique et puis des lieux d'enseignement, notamment Sciences Po Paris qui va faire un cours de justice prédictive, et puis d'autres facs et d'autres universités qui désormais ont rejoint l'aventure. J'en profite pour souligner que l'incubateur de Télécom Paris-Tech est d'une aide vraiment énorme au quotidien. Et donc pour tous ceux qui ont des projets éventuellement d'entrepreneuriat dans la salle, surtout n'hésitez pas, il ne faut pas sous-estimer l'aide qu'ils apportent. Alors, qu'est-ce que fait cet outil concrètement? Donc, pour ne pas être trop long, je vais juste me concentrer sur vraiment les aspects analytiques et vous en faire une rapide démonstration. Alors, la justice prédictive, elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est quelles sont mes chances de gagner une action contentieuse. Le deuxième pilier, c'est les indemnités qu'il est possible d'obtenir associées à ce résultat. Et le troisième pilier, qui est celui sur lequel on travaille en ce moment, c'est le tri des arguments de fait ou de droit qui ont eu le plus d'impact sur la prise de décision juridictionnelle. Donc aujourd'hui, quand on se connecte à la version bêta, ça ressemble à ça, donc c'est encore assez épuré. Et l'idée à terme, c'est de pouvoir proposer du contenu dessus. La source d'inspiration, vous la reconnaissez évidemment tout de suite. Et cette barre, elle a la particularité de comprendre le langage naturel, mais aussi le langage sémantique juridique. C'est-à-dire que ça peut, par exemple, on peut comprendre qu'on va aller chercher une décision dans un sens particulier. Je vais vous prendre un cas qui était assez parlant qu'on a eu hier avec un client. Donc les problématiques d'amiante en France, ça a été quelque chose d'absolument terrible pour la plupart des avocats confrontés à cette problématique d'indemnisation, tout simplement parce que c'est remarquablement difficile à calculer et qu'il n'y avait absolument aucun précédent sur l'indemnisation de l'amiante. Donc vous voyez, on travaille ici sur la suggestion de mots-clés. Et donc normalement, dans le monde idéal de Predictis, il y aurait juste un mot à mettre et ensuite juste à dérouler. Et il s'avère pour ce cas-là que ça fonctionne. Donc par exemple, l'avocat est face à une problématique d'un client qui a été contaminé par de l'amiante. Il définit son panel de jurisprudence, donc ici depuis 2012 et devant les cours d'appel. Il clique sur le fait que l'employé a été perturbé dans ses conditions d'existence. Ça lui délimite un panel ici de 4517 résultats qui traitent de ce cas-là. Et ensuite, il suffit de cliquer sur son objectif. Ici, par exemple, la grande difficulté, c'était de calculer les préjudices d'anxiété. Et l'outil va analyser sur l'ensemble du panel sur la gauche la probabilité d'obtenir un préjudice d'anxiété, ainsi qu'un camembert de répartition de probabilité pour les indemnités. Et ça permet ensuite de retrier ici les décisions en fonction de ce qu'elles ont prononcé. Donc voici très rapidement les quelques fonctionnalités de la plateforme qui sont aujourd'hui donc utilisées à la fois par des magistrats, des juristes et des avocats. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, ces utilisateurs? Alors, on a fait un petit sondage sur la toute dernière cohorte d'utilisateurs. Donc, il y avait 13 personnes au sein d'une entreprise. Et donc, on leur a demandé si cet outil était utile pour négocier et donc éviter aux clients parfois des procédures judiciaires qui sont incroyablement longues, coûteuses, parfois douloureuses. Et ça c'est une vraie, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à continuer, parce que quand on a 100% des utilisateurs qui pensent que cette solution, elle permet d'avoir un mode de justice qui est plus doux, qui est plus souple et qui va permettre de désengorger des juridictions, et ben on se dit qu'on est sur la bonne voie. Alors on a créé un comité éthique et scientifique pour surveiller un peu ce qu'on fait, parce que quand on touche au droit, il faut souvent se méfier. Et donc il y a notamment Christophe Jamin, qui est directeur de l'école de droit de Sciences Po, qui nous fait le plaisir d'y participer. Et on va essayer d'étudier avec lui notamment l'impact éventuellement de l'effet performatif. Est-ce que cet outil va transformer la manière dont la justice est rendue? Les premières études tendraient à prouver que oui, mais on a encore du mal à le quantifier, donc on va le voir. Il y a Elisabeth Ménesguen, qui est ancienne bâtonnière, qui nous aide aussi. Elle a notamment imposé que l'ensemble des écoles de formation d'avocats
utilise et forme ses étudiants à cet outil, parce qu'elle considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Et Stéphane Dont, un bâtonnier, également nous aide et nous donne des conseils, pensant que la justice prédictive est vraiment un des grands bouleversements du monde du droit dans les années à venir. Alors, juste pour terminer, un petit mot sur l'équipe fondatrice, parce que je suis seul aujourd'hui, mais c'est évidemment pas une aventure individuelle. Dans l'équipe fondatrice, il y avait un ingénieur et 2 juristes. On a été rejoints depuis par 2 salariés absolument géniaux. Et puis on a encore beaucoup de boulot, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On a besoin encore d'un petit coup de main. Merci beaucoup. Effectivement, l'interface, ça ressemblait beaucoup à Google. J'imagine que il faut payer pour avoir ce service. Ça ressemble pas, je tape pas predictive.com et puis boum, je tape ça. Donc vous vendez ça comment? Le modèle, c'est de l'abonnement SaaS, à part pour ce qui relève des contrats publics, parce que là, évidemment, c'est des contrats qui sont un peu spécifiques, mais que ce soit pour des directions juridiques, des assurances, des groupes du CAC 40 ou des cabinets d'avocats, c'est un modèle SaaS basé sur le nombre de sièges. D'accord. Et enfin, dans le sens transformer la justice, vous pouvez imaginer une version qui soit grand public? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs raisons qui nous pousseraient à refuser une version grand public. La première, c'est que pour générer une bonne analyse, une analyse qui soit pertinente et bien interpréter les résultats, il faut des compétences juridiques. Là, ça s'est peut-être pas vu sur un exemple comme ça qui se déroule très très bien, mais par exemple, pour le montant des indemnités dues à un licenciement, eh bien, à Versailles et à Paris, les indemnités sont très hautes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les juges ont tendance à être, on va dire, plus souples avec les employés? Non, c'est pas le cas, c'est parce que le bassin d'emploi est plus élevé. Et il y a, en fait, sur toutes les statistiques qui sont générées, il faut avoir cette capacité d'interprétation juridique et ou socio-économique pour avoir une approche qui soit utile des résultats. Donc je ne suis pas sûr que la meilleure approche, ce soit d'en faire une version nécessairement dégradée et gratuite, d'autant plus qu'on aurait forcément ces écueils du type j'ai identifié un magistrat qui n'a jamais donné un droit d'asile. Et j'ai identifié un magistrat qui, sur du viol délictualisé, a systématiquement tendance à prononcer des indemnités de 40% en dessous de la moyenne. Et en fait, on se retrouvait très vite avec des gens qui pointent du doigt certains comportements particuliers, alors que notre objectif, c'est pas de créer de la discorde, c'est au contraire d'essayer, dans la mesure du possible, d'améliorer le service public de la justice et ses auxiliaires. Vas-y Pierre, tu parles fort. C'est difficile de collecter des décisions de justice? Alors, les données, elles viennent de plusieurs endroits. Le rêve, c'est l'open data. Ce serait le larme ultime. Aujourd'hui, il y a environ 2,5 millions de décisions qui sont accessibles. C'est suffisant pour traiter plein de cas, mais pas tous. On a une chance là-dessus, c'est que la loi pour une république numérique est en train d'imposer la libéralisation totale des décisions de justice. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le décret d'application n'a pas encore été pris, mais il y aurait un vrai changement de paradigme parce qu'on passerait d'environ 2,5 millions de décisions accessibles pour toute l'histoire judiciaire à 2,5 millions de décisions accessibles, mais cette fois chaque année. Donc là, on aurait un vrai changement. En attendant ce big data ou ce big bang judiciaire, la manière de collecter les données, c'est soit de les acheter à la Cour de cassation, soit de nouer des partenariats ou de récupérer les données chez les clients. Il y a à peu près la moitié de nos clients qui versent des données dans la plateforme, mais la plupart évidemment de manière sécurisée, voire même sur des serveurs dédiés. Donc, pour répondre à votre question, un jour ce sera simple, mais pour le moment, non, ça fait partie des challenges. Il y a un gros travail donc d'analyse du langage. Donc c'est très langue dépendant. S'il faut par exemple le transcrire en anglais, c'est des heures et des heures en plus. Alors effectivement, la scalabilité est pas aussi simple qu'on l'avait imaginé au début. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Aujourd'hui,
on a commencé à se pencher sur ce sujet-là. On pense avoir besoin de 4 mois et de 3 ETP pour adapter d'une langue à l'autre. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas du tout injouable. D'autant plus qu'en fait, il y a un seul pays qui a vraiment de l'avance sur cette question-là. Ce sont les États-Unis, puisqu'il y avait une société qui avait suivi un peu cette même voie, qui s'appelle Ravello, mais qui vient juste d'être achetée par un des leaders de l'information juridique mondiale. Donc il semble qu'il y ait à la fois une preuve de marché et une place à prendre en tout cas dans certains pays européens, puisque avant d'intéresser les États-Unis, il va se passer quelques temps encore. Merci à tous. J'avais une question, s'il vous plaît, j'avais une question sur votre réflexion sur l'aide juridictionnelle, donc l'impact de votre solution par rapport à l'aide juridictionnelle. Alors l'aide juridictionnelle, c'est une aide qui est débloquée par l'État quand certaines personnes veulent attaquer ou se font poursuivre en justice et qu'elles n'ont pas les moyens de prendre un avocat. Donc ça couvre une partie des frais pour rester en justice. Je pense que la meilleure manière d'avoir un outil qui est efficace et qui évite une fracture numérique, c'est de faire des partenariats, pour le coup, avec des associations du type droit d'urgence qui, elles, ont vraiment besoin de ce genre d'outils. Une grande partie des avocats qui bénéficient de l'aide juridictionnelle pourraient, a priori, vu les tarifs qu'on pratique, s'équiper de cet outil. Le but étant, une fois de plus, qu'il soit le plus largement répandu et qu'on évite une fracture numérique. Merci. Ok, je conclus. Je m'appelle Stéphane, je suis fondateur d'OnPage. J'aurais adoré faire ce pitch avec la voix de Steve Jobs, mais je sais pas si ça aurait été génial. La prochaine fois. Alors on va parler médias. On va parler de médias et de ce qu'on fait pour les médias en ligne. Alors les médias en ligne, en fait, il y a 2 problèmes. Il y a un problème côté lecteur, un problème côté éditeur. Le problème du côté des lecteurs, c'est que en fait, sur les médias en ligne, il y a beaucoup de contenus qui sont diffusés. À titre d'exemple, 6000 contenus par mois sur lemonde.fr. Alors même si on est fan absolu du monde.fr, ce qui est mon cas, comment on peut avoir la certitude de ne pas rater le contenu le plus intéressant pour soi ? Moi, j'adore ce qu'ils font au niveau science sur le monde.fr, c'est jamais en homepage. Donc il faut aller fouiller dans le site, on n'est jamais sûr. En général, on ne le fait pas. Donc il y a un problème d'accès. Alors le problème côté éditeur, là, il est beaucoup plus douloureux. Aujourd'hui, la distribution des contenus a été en fait totalement trustée par des acteurs numériques que tout le monde connaît, des acteurs technologiques, que sont Google, Facebook et un certain nombre d'autres compagnies tech, qui aujourd'hui distribuent 84% des contenus en ligne. En fait, c'est une expérience qu'on a tous fait en commun. Quand on arrive sur un contenu en ligne, par où on est venu en fait ? En fait, on est venu par Facebook ou par Google dans 80% des cas. Donc les accès directs sont très très faibles. Alors j'ai un ami journaliste, une fois il m'a fait un parallèle qui est vraiment fascinant. C'est un parallèle avec l'agriculture. Voilà, l'agriculture au début du XXe siècle, un agriculteur il était aussi distributeur de ses produits. Puis il y a une révolution, la seconde révolution industrielle, une révolution logistique, qui a fait qu'aujourd'hui les contenus sont distribués par la grande distribution. C'est une révolution qui a été lente, mais qui aujourd'hui est ici. On n'achète jamais un produit à un agriculteur en direct ou de manière très rare. Pour les contenus, c'est pareil, sauf que ça s'est passé en 10 ans. Voilà, les contenus ne sont plus distribués par les médias, alors que c'était un de leurs métiers traditionnels, la distribution. Alors, est-ce que c'est un problème ? Enfin, déjà, je vous laisse deviner de quel côté de la barrière vaut mieux se situer. Je pense qu'on est tous d'accord. Le problème, c'est que la distribution permet les plus grosses marges et les meilleures connaissances clients. Alors, quelle est notre solution en fait ? Nous, c'est d'aller chercher les lecteurs, d'aller les engager de manière à ce qu'ils viennent directement sur les sites et qu'ils ne passent pas par Facebook et par Google. Donc, on veut aller chercher les lecteurs là où ils sont, avec le bon contenu, et de faire ça automatiquement. Voilà notre solution, je remonte le même graphique que tout à l'heure. On va chercher le bon contenu et on va l'envoyer au lecteur directement par tous les canaux de push marketing. Donc, qu'est-ce qu'un canal de push marketing ? Ça va être une newsletter, un email, une notification mobile, une notification sur Facebook Messenger, ou encore une notification desktop. Voilà.
d'aller chercher le lecteur là où il est et le faire revenir sur le site. Alors derrière tout ça, il y a de la techno, évidemment. Cette techno, c'est quoi? C'est un moteur de suggestion de contenu numérique. Comment ça fonctionne? Sur les sites de nos clients, donc les médias sont nos clients, on va poser en fait un collecteur de données qui va nous permettre à la fois de collecter les comportements de lecture de chacun des internautes ou des mobinautes et de collecter les contenus. À partir de ces deux sources de données, on va calculer des suggestions. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qu'on a notamment mené avec des laboratoires. Et ensuite, ces suggestions, on va les distribuer. Un petit point sur l'équipe. Alors évidemment, pour construire cette société, on avait besoin de beaucoup de profils techniques. Donc aujourd'hui, on est 6, on sera bientôt 8. Et l'équipe est essentiellement composée d'ingénieurs et de chercheurs en intelligence artificielle. Et évidemment, on a une force commerciale pour distribuer notre offre. Alors, on est particulièrement connu sur le marché aujourd'hui pour les newsletters personnalisés. Alors, une newsletter personnalisée, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter que vous allez recevoir dans votre boîte mail, sauf que vous aurez eu un unique exemplaire de cette newsletter. Cette newsletter sera faite que pour vous, avec les contenus les potentiellement les plus intéressants pour vous. Donc en fait, quand on travaille par exemple avec les Échos, on envoie 300 000 newsletters. C'est 300 000 newsletters différentes et qui dépendent en fait des activités et des navigations passées du lecteur. Alors, par exemple, justement, j'ai parlé des Échos. Les Échos, on a créé un nouveau format pour eux. C'est envoyé à 300 000 personnes, donc il y en a dans la salle qui doivent la recevoir. C'est envoyé le jeudi et le dimanche. Qu'est-ce que ça provoque pour notre client et pourquoi il continue à travailler avec nous? C'est que déjà, c'est de la performance. En fait, le taux de clic dans cette newsletter, c'est-à-dire à quel point cette newsletter va être cliquée et faire revenir sur le site, est 2 fois plus important que leur moyenne générale. Et donc, du coup, ça crée des visites, 300 000 visites. Cette newsletter, aujourd'hui, bi-hebdomadaire, c'est 2 à 3% de leur trafic global. Donc par rapport aux 16% d'accès direct, on voit déjà qu'on commence à gratter sur Facebook et sur Google. Et un ROI, donc un rendement économique qui est très intéressant, puisqu'il est de l'ordre de 150% pour ce client. Alors on peut aussi personnaliser un format qui est existant. Voilà, notre client il a déjà une newsletter, on va lui dire non mais arrêtez de faire la newsletter vous-même et d'envoyer la même à tout le monde. On va reprendre la main sur les contenus. Et là par exemple pour TF1, on leur a démontré qu'on faisait 80% d'augmentation du taux de clic. Alors ce site My TF1 News, il n'existe plus, mais on travaille toujours avec TF1 sur leur nouveau site qui s'appelle LCI. Alors au dernier cas client, donc Euronews, alors double problème Euronews. Alors ils n'ont pas de base de contact, ils n'ont pas de newsletter et ils ont 12 langues à traiter. Donc le français, le russe, le perse, voilà. Donc ils nous ont confié leur newsletter et donc du coup on peut traiter toutes leurs langues. À cela, on s'ajoute le fait qu'on va générer des prises de contact en intégrant des formulaires sur leur site. Et finalement, on fait grossir leur base de contact. Et aujourd'hui, le trafic sur le site Euronews est de plus en plus en provenance des emails, donc un accès direct. Donc, notre ambition, c'est pour nos clients, les médias en ligne, c'est de développer toute une gamme de services autour de la personnalisation. Donc, il y a les newsletters personnalisés, il y a aussi l'API de personnalisation. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de personnaliser directement les sites et les applications mobiles, avec des modules personnalisés à l'intérieur de ces sites. On fait aussi une variante de la newsletter personnalisée qu'on a appelée la newsletter sociale. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et on va aller chercher plus loin tous les canaux de push marketing. Donc, on est en cours de développement sur chacun de ces canaux. Avec l'Express, on va travailler sur le canal Messenger. Avec le push mobile, ce sera plutôt avec les Échos. Voilà, on est en train de creuser le sillon de manière à avoir un environnement pour que le lecteur soit pris dans cet environnement autour du média. Alors, la newsletter sociale, c'est quoi? En fait, c'est une redistribution, non pas cette fois des contenus sur un site, mais de posts Facebook. Donc, même procédé, sauf qu'en fait, on prend le post Facebook. Là, je me suis amusé à créer ce que pourrait être la newsletter personnalisée sociale de l'IMT. Donc du coup, voilà, les posts qui ont été publiés par l'Institut Mines Télécom en fait sur Facebook, on va le redistribuer par mail et on va le redistribuer de manière le plus intelligente possible. Donc on va encourager les gens du coup à devenir fans aussi sur Facebook sur cette newsletter. Alors on voit aussi que du coup l'événement il avait été annoncé sur Facebook ici. Donc ça par exemple, si ici il y a la directrice de la communication de l'IMT, je peux lui proposer ce service pour lui dire qu'elle va pouvoir toucher par mail en fait toute sa base de contact et elle n'aura rien à faire à part continuer son travail de community management sur Facebook. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'ai quelques questions. La première, sur la restitution aujourd'hui, vous avez
principalement un envoi d'une newsletter par email. C'est ça? Et ce que j'ai compris, c'est que vous aurez sur le mobile en Q2 2018. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait le faire par mail. C'est un produit maintenant qui est très maîtrisé. C'est un PDF? Non, c'est un vrai email en HTML qu'on envoie. Donc, on a aussi un service de création de maquettes, hein, un peu comme Yann. On fait aussi un peu de service de manière à mettre en place les produits. Mais c'est un HTML qui est responsive, voilà, le up-to-date, qu'on va envoyer à chaque lecteur de notre client. Et l'algorithme, il est sur l'agrégation des contenus qu'ils ont fait sur le... C'est-à-dire que vous avez une base client aussi, vous avez une donnée de client, ou c'est basé sur les données de chacun des sites? Alors, comment ça fonctionne? Il y a quelque chose qui a clarifié, c'est que du coup, on travaille pour une marque média en particulier. C'est-à-dire qu'on va faire une newsletter pour l'Express, il n'y aura que des contenus de l'Express. D'accord. Et la base de comportement, on va l'acquérir en posant sur le site de l'Express un script qui va nous permettre de collecter les comportements. Est-ce que vous pouvez fusionner avec des données elles-mêmes comportementales de chacun des médias? On l'a déjà fait. S'ils l'ont, en général, ils l'ont pas. Donc du coup, on reconstruit cette base from scratch. Mais on pourrait très bien se brancher à des... Alors ils commencent à s'équiper en data management platform, etc. On pourrait se brancher pour alimenter en amont et éviter la phase initiale de collecte qui dure en général 4 semaines à 6 semaines, le temps qu'on a assez de données pour travailler. Alors, excusez-moi, je vous pose une autre question. Est-ce que vous êtes capable de vous interconnecter avec des DMP? On l'a pas fait, mais ce serait tout à fait possible. Ouais. Donc après, il y a une question d'intégration, de format de données, etc. Mais on a déjà... Vous pouvez faire des données adaptatives à ce moment-là, directement online et programmatique. Si vous êtes responsive, vous pouvez éventuellement mettre de la publicité dans vos articles qui, elle, est en DMP. Oui, tout à fait. Alors ça l'intégration dans les newsletters, ça c'est un truc qu'on fait quotidiennement. Donc effectivement, on place simplement des scripts d'ad server qui vont venir servir de la pub. Nous, on s'occupe pas de la monétisation, mais effectivement, on les pousse effectivement à pousser le format jusqu'à monétiser les newsletters, puisque évidemment, si ça leur apporte plus d'argent, c'est mieux pour nous aussi. D'accord. Je comprends que les publications comme Le Monde n'ont pas tellement envie que ce soit Facebook qui contrôle leur éditorial, enfin ce qui apparaît pour l'utilisateur. Mais à la fin de la journée, si on regarde purement d'un point de vue technologique, qu'est-ce qui fait que vous considérez que vous êtes meilleur pour l'utilisateur par rapport à Facebook, ou vous êtes meilleur pour qui et pourquoi? Alors on est meilleur surtout pour nos clients qui sont les médias, parce que du coup on va recréer un lien particulier. Là, il se trouve par mail, donc la newsletter, il y a une espèce de revival où c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé. On va recréer un lien particulier entre la marque média et son utilisateur à travers une diffusion pertinente de contenu. Donc c'est plus pour le média, on va dire. Si vous voulez, la profusion de contenu fait qu'on s'est dirigé naturellement vers des plateformes comme Facebook et Google. Donc c'est ça qui a créé la perte de la distribution aux médias à l'origine. Donc nous, on essaie de contrebalancer ce mouvement qui est déjà arrivé, en fait, on est déjà à la fin du mouvement, de contrebalancer pour redonner un peu le pouvoir aux médias, de distribuer ses propres contenus et créer ce lien particulier qu'on a toujours eu avec nos marques médias. Et à part le fait que vous êtes positionné comme d'un point de vue technologique, vous avez quelque chose qui est mieux, qui rend le contenu plus pertinent que Facebook me rendrait le contenu pertinent? Non, on n'a pas la prétention d'avoir un moteur de suggestion plus puissant que celui de Facebook. Il est disponible. Nous, on est 6, ils sont 2000. Mais on a un moteur de suggestion qui est à l'état de l'art, voire un peu au-delà, qui est performant. On a déjà affronté des concurrents qu'on a battus. Mais du coup, le but, c'est Facebook, lui, ne distribuera jamais sa distribution de suggestions pour le seul bénéfice de marques médias. Donc il faut bien un acteur comme OnPage pour leur proposer ce type de techno qui eux-mêmes ne peuvent pas le développer en interne puisque c'est effectivement des années de R&D, des équipes techniques spécialisées. Donc du coup c'est vraiment... nous on propose cette technologie pour qu'ils puissent l'utiliser à leur propre fin. SFR Press et comme on a l'Express et Libération dans notre groupe, je suis extrêmement attentif à ça et je sais que c'est une bataille. La seule question que je me pose, et c'est une question Q2 2018 pour l'avoir sur le mobile, c'est trop tard.
faut l'avoir maintenant. Ouais, là, je caricature, mais, non, mais quelle est je veux dire, la bataille, là, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que faire aujourd'hui quelque chose qui va battre Facebook ou Google, c'est sûr que c'est pas. Mais comme Facebook et Google ne reversent rien à l'ensemble des médias et que 99% des articles aujourd'hui sont diffusés par Facebook, il y a un problème pour les médias, c'est qu'elles vont crever. Et donc, enfin, je dis pas ça, vous m'enregistrez pas, hein. Mais c'est un des sujets majeurs qu'on a. Hein, c'est Alain Veil a pris des sujets pour dire aujourd'hui que les modèles digitaux pour la presse sont des sujets extrêmement difficile à adresser, et c'est une question de vitesse. Donc pour moi, c'est Q2 2018, c'est l'éternité pour nos métiers là. Ouais, mais nous on peut pas aller plus vite aussi que les fonds qu'on a pu réunir pour pousser la société. Voilà, donc nous on avance au rythme auquel on est imposé d'avancer. C'est vrai que du coup le fait qu'on est sur une cible média qui est jugée compliquée de la part des investisseurs fait qu'on n'a pas non plus des fonds monstrueux derrière nous. Donc du coup, on peut avancer qu'à la vitesse qui nous est permise par notre financement. Bon, malgré tout, on vient de lever des fonds le vendredi dernier, donc à hauteur de 400 000 €, donc ça va nous permettre de remettre un coup de boost. Mais d'un point de vue R&D, on a une équipe de 4 personnes. Bon, on peut pas sortir une gamme de produits comme ça beaucoup plus rapidement. Il faudrait qu'on soit 10, 12 pour aller plus vite. Je pense que vous êtes effectivement sur un sujet qui est super important, qui est la démagnétisation aujourd'hui d'un certain nombre de médias, et le fait que c'est au bénéfice, comme vous l'avez dit, de l'ensemble de Google et Facebook. Et donc c'est clair que je pense que vous répondez à un besoin. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution pour le répondre? Je pense que c'est un vrai défi, ouais, et avec la bonne vitesse. Et donc nous, on est au cœur de cette problématique-là, et je sais que c'est important. Vous travaillez avec nos équipes, donc je sais que c'est super important. Donc, et je suis d'accord avec toi, la difficulté, c'est de savoir, en face, il y a quand même des géants extrêmement puissants qui, eux, vont extrêmement vite et qui sont parfois, et qui aujourd'hui capturent 90% de la croissance publicitaire dans le monde. Hein. Non, mais nous, on essaie avec nos moyens, effectivement, de recontrebalancer, d'apporter plus de trafic direct, qu'il y ait une donnée de meilleure qualité aussi. Alors qu'on est par voie de mail, l'intérêt, c'est qu'on ait une donnée qui est aussi identifiée, parce que c'est des adresses email. Ce qui est la force des réseaux sociaux. Et donc du coup, de permettre aussi, on va restituer de la donnée, on va commencer aussi à restituer nos données d'appareillement entre les cookies, les adresses email, etc., de manière à essayer de renforcer aussi les médias sur la partie data. Mais du coup, effectivement, on n'a pas l'ambition de dire qu'on va renverser la distribution de contenu, c'est juste de rééquilibrer un peu les choses et de donner un peu plus de pouvoir de distribution sur la distribution des contenus. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Votre projet, il me fait penser à un reproche qu'on avait fait à Facebook ou d'autres réseaux sociaux du type, c'est que s'ils proposent des contenus qui correspondent au goût des utilisateurs, ça risque de diminuer leur curiosité. Et du coup, est-ce que vous avez pensé à une parade pour ne pas avoir cet effet négatif? Alors, j'attendais la question. Donc les Américains, ils appellent ça le filter bubble. Effectivement, c'est la bulle d'intérêt dans laquelle on va s'enfermer, liée à tous ces mécanismes de suggestion tels que OnePage le propose. Alors, il y a deux choses. C'est que aujourd'hui, on a une ouverture sur le contenu qui est beaucoup plus large qu'à la préhistoire numérique. Quand on était dans les années 70, on achetait l'Humanité ou le Figaro, mais on n'achetait pas les deux. Donc on savait déjà très bien s'enfermer soi-même dans un nombre de centres d'intérêt, politiques, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut craindre cet effet de filtre de bulle, mais en fait, on se rend compte que en fait, l'humain, déjà, tout seul, il s'enferme de lui-même dans ses centres d'intérêt, etc. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait des algorithmes qui arrivent dessus, il y a eu des papiers très intéressants, justement assez récents, sur ce sujet, montrent qu'en fait, c'est pas les moteurs de suggestion qui font l'enfermement. C'est le fait qu'on ait des zones de confort, d'intérêt, etc., qui nous poussent plus là-dedans que le fait d'algorithmes externes. Donc, je pense que c'est à prendre avec des pincettes, ce type de point de vue. Après, vis-à-vis de nos clients, nous, on leur dit jamais, on va tout personnaliser chez vous, de la homepage à la newsletter, etc.
et votre média sera entièrement contrôlé par les algorithmes. Moi, c'est un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre non plus. Voilà. Donc je pense que il y a un mix à faire entre de la suggestion automatique et de la curation de la part d'une rédaction qui pense qu'il y a une hiérarchie dans l'information et qu'il faut informer les gens de manière hiérarchique, ce qui est, je pense, un métier qui est tout à fait respectable et important. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Donc aujourd'hui, sur les newsletters, par exemple, il n'y a pas un client chez qui on a pris toutes les newsletters. Il y a des newsletters qui sont encore dirigés par la rédaction. Sur les sites, quand on fait de la suggestion sur site, on ne prend pas tout le site, c'est des encarts, des suggestions qui sont insérées dans certains endroits, ce qui fait que c'est mix en termes de vision, et ce qui permet aussi d'empêcher le fait d'avoir peut-être un biais beaucoup trop fort par rapport à ces centres d'intérêt. Et du coup, à partir de... Non, vas-y. Question courte, réponse courte, parce qu'on est... Pardon pour mes réponses longues. À la suite de ça, est-ce qu'il y a moyen de mixer ? C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui fait des suggestions automatiques et de l'autre côté, il y a des décisions éditoriales. Est-ce qu'il y a moyen de mixer les deux à un moment donné ? Oui, tout à fait. Alors, dans les newsletters, on le propose, par exemple, on propose des zones d'édition manuelle où effectivement, là, c'est la rédaction où, en général, c'est plutôt la régie qui va prendre la main sur des éléments de la newsletter pour pousser des contenus particuliers. Alors, nous, on le propose parce qu'on nous l'a demandé, mais ça casse aussi le côté automatique de l'affaire, qui fait que du coup, il faut se s'occuper du newsletter qu'on avait finalement voulu automatique au départ. Donc c'est ça. On peut pas mettre un petit peu de ranking manuel qui vienne interférer avec le ranking automatique. On l'a pas proposé. Ce qu'on propose plutôt, c'est vraiment de dire, cette zone, c'est vous qui l'éditez, et le reste, c'est l'algorithme. Voilà. Ok, merci beaucoup Stéphane.